Faire l'erreur de rendre visite à sa propre mère avant Noël a valu à une belle-fille une gifle retentissante de la part de sa belle-mère. En plein milieu de la cour. Mais au lieu de pleurer et d'accepter la soumission, elle a immédiatement utilisé une arme tranchante qui a obligé toute la famille, arrogante et riche de son mari, à se mettre à genoux pour implorer son pardon. Que s'est-il passé? Le froid des jours qui précèdent Noël en France apporte toujours aux gens une sensation indescriptible d'effervescence. Cette année, les illuminations festives brillent dans les rues de Paris, annonçant l'arrivée d'une nouvelle période de fête. Je m'appelle Camille. Je suis auditrice financière avec 6 ans d'expérience dans ce domaine. Mon travail quotidien consiste à jongler avec des chiffres froids, des rapports financiers complexes et des réglementations légales strictes. C'est peu être pour cela que ma personnalité s'est forgée, avec perspicacité, tout minutie, et un grand calme face à l'adversité. Mais, aussi, forte que je sois, je reste une femme très attachée à sa famille, avec mes propres failles émotionnelles, surtout quand je pense à ma mère, qui vit seule, dans une modeste maison d'un petit village de Bretagne. Mon mari s'appelle Thibault. Il travaille comme employé de bureau dans une entreprise privée. Contrairement à ma détermination, Thibault est plutôt docile, arrangeant et, parfois, lâche. Dès les premiers jours de notre mariage, Yoy comprit qu'il faisait toujours passer l'opinion de ses parents en premier. Elle a osé rarement argumenter ou défendre une opinion personnelle face à sa famille. Mais par amour, et parce que je croyais qu'une femme mariée devait être patiente et pacificatrice, j'ai tout accepté. J'ai toujours essayé de remplir mon devoir de belle-fille. Depuis la préparation des repas de fête jusqu'à l'entretien de la maison de mes beaux-parents. Cependant, la blessure du Noël de l'année dernière continuait de brûler dans mon cœur. Cette année-là, ma mère avait attrapé une forte grippe et était clouée au lit dans sa vieille maison bretonne. Notre famille est petite. Mon père est décédé tôt, et ma grande sœur s'est mariée et a déménagé dans le sud de l'Agé, France. Incapable d'arriver à temps, j'ai demandé l'autorisation à mes beaux-parents d'aller en Bretagne pour m'occuper de ma mère pendant quelques semaines. Ma belle-mère a refusé catégoriquement. Elle a décrété qu'une belle-fille, en période de Noël, devait rester à la maison pour s'occuper au repas et recevoir les invités de la famille de son mari, et qu'il n'y avait pas de retour au pays natal tant que le repas du réveillon était encore sur la table. Thibault, à ce moment-là, s'est contenté de baisser la tête, n'osant pas prononcer un seul mot pour défendre sa femme. Pendant tout le Noël de cette année-là, tout en éminçant des oignons et en préparant les légumes dans la cuisine de mes beaux-parents, j'ai essuyé mes larmes en cachette, le cœur brisé, en pensant à ma mère, malade et seule, sans personne pour l'aider à préparer le réveillon. Cette année, j'ai décidé que je ne laisserais pas la tragédie se répéter. 2 mois avant Noël, je me suis assise pour avoir une conversation sérieuse avec Thibault. J'ai clairement exprimé ma volonté. Je lui ai dit que cette année, je voulais d'abord rendre visite à ma mère, que nettoyer sa maison et dîner avec elle, avant la veille de Noël. Ensuite, nous rentrions en région parisienne pour assumer toutes les obligations festives avec sa famille. J'ai utilisé des mots doux mais fermes pour le convaincre. Au début, Thibault a hésité, craignant la réaction de sa mère, mais face à mes arguments justes et à ma détermination, couplée au remords qu'il ressentait pour l'année précédente, il a fini par céder. Il a promis de parler à ses parents pour leur demander de nous laisser partir en Bretagne plus tôt, pour préparer notre arrivée chez mes beaux-parents. Après notre retour de Bretagne, je n'ai pas ménagé mes efforts. Je ne voulais leur donner aucune raison de m'accuser de négligence. J'ai pris une grande partie de ma prime de fin d'année pour faire des achats. Je suis allée personnellement choisir le panier garni le plus luxueux dans une épicerie fine. Le panier contenait les meilleures bouteilles de Grand Cru,
des chocolats prestigieux, des fromages artisanaux et une huile d'olive d'exception. Je ne me suis pas arrêtée là et j'ai même commandé un coffret hors de prix de truffes noires de première qualité. Je me disais que si j'agissais avec sincérité et politesse, les anciens comprendraient et ouvriraient leur cœur. Le 23 décembre, mon mari et moi avons conduit jusqu'en Bretagne. Enadino, voyant ma mère en bonne santé, nous accueillant à la porte avec un sourire radieux. J'ai ressenti une paix inexplicable. Je me suis lancée dans le grand ménage. J'ai préparé des sablés. Je suis allée au marché acheter des fleurs et j'ai décoré le petit sapin dans le salon. Le dîner s'est déroulé dans une ambiance chaleureuse. Ma mère a servi des tranches de rôti à son gendre et nous a conseillé de faire preuve de patience et d'amour l'un envers l'autre. Elle n'a pas oublié de nous presser de rentrer tôt en région parisienne pour que mes beaux-parents ne restent pas à attendre. Ces mots débordaient d'amour et de sagesse. Le matin du 24 décembre, veille de Noël, après avoir échangé quelques petits cadeaux avec ma mère, nous avons mis les valises dans la voiture pour rentrer vers Paris. Pendant le trajet, j'étais plutôt heureuse et détendue. J'ai planifié mentalement les jours suivants. Le matin du 25, j'ai préparé le déjeuner pour les oncles de mon mari. Le 26, nous rendrions visite aux membres de la famille plus éloignés. Je croyais sincèrement qu'avec le luxueux panier garni et les truffes sur le siège arrière, et en ayant parfaitement rempli mes devoirs envers les deux familles, ce Noël serait paisible. Thibaut était à mes côtés, les mains sur le volant, fredonnant des chants de Noël. Tout semblait parfait. Un tableau de bonheur familial que j'avais dessiné avec des années de patience et de sacrifice. Je n'avais aucune idée de la tempête qui m'attendait derrière le grand portail. En fer forgé de la maison de mes beaux-parents, notre voiture s'est arrêtée, devant la luxueuse villa située dans un quartier huppé de Neuilly-sur-Seine. La famille de mon mari a beaucoup de moyens. Mes beaux-parents sont propriétaires d'une rangée de locaux commerciaux sur une grande avenue et d'un immeuble à l'arrière comprenant plus de 20 chambres louées à des étudiants. Cette richesse a toujours été leur motif de fierté et l'arme que ma belle-mère utilisait pour s'imposer face aux voisins, et particulièrement face à une belle fille issue de la province comme moi. Thibaut est sorti de la voiture, a ouvert le coffre et a pris les valises. Yai, attrapé avec précaution le panier garni et le coffret de truffes, lissant mon élégante robe en soie pour qu'elle soit impeccable. L'atmosphère festive était partout. La musique de Noël résonnait dans les maisons voisines. L'odeur des émarrons chauds et des feux de cheminée flottait dans l'air. J'ai souri et pris une grande inspiration, me promettant de garder la meilleure attitude pour le début de ces fêtes. Le portail s'est ouvert, révélant la cour pavée, méticuleusement balayée. Dans un coin, il y avait un magnifique sapin illuminé et un pot de houx. Mais en contraste total avec ce décor de Noël étincelant. Ma belle-mère se tenait debout, au milieu de la cour, les mains dans le dos. Son visage était rouge de fureur, ses sourcils froncés et son regard tranchant fixé sur moi, comme si elle voulait me dévorer toute crue. L'atmosphère est devenue lourde, suffocante. Mon intuition m'a soufflé que quelque chose n'allait pas. Mais j'ai essayé de garder mon calme et j'ai fait un pas en avant avec un sourire. Bonjour, belle maman, je vous souhaite un joyeux Noël. Avec beaucoup de santé, azeux de joie. Ai-je dit d'une voix douce, en soulevant le panier à deux mains pour le lui offrir. Mais avant même que je puisse terminer ma phrase, ma belle-mère a fait un mouvement brusque et a donné un violent coup dans le panier, le faisant tomber par terre. Elle s'est jetée sur moi avec une rapidité à laquelle je ne m'attendais pas de la part d'une femme de plus de 60 ans. Sa main brutale s'est enfoncée dans mes cheveux bien coiffés, a attrapé une grosse poignée, l'a tirée violemment vers l'arrière. J'ai ressenti une douleur fulgurante au cuir chevelu. La seconde suivante, un claquement sec a retenti. Elle m'a asséné
une gifle monumentale de toutes ses forces sur la joue gauche. Le coup a été si puissant que, combiné au tirage de cheveux, il m'a fait perdre totalement l'équilibre. Je suis tombée lourdement sur les pavés glacés. Mes genoux ont percuté la pierre, provoquant une douleur aiguë. Ma lèvre a heurté mes dents, et le goût métallique du sang frais s'est immédiatement répandu dans ma bouche. Le coffret de truffes m'a échappé des mains et a rebondi contre un pot de fleurs. Finissant cabossé, j'étais étourdie, les oreilles bourdonnantes. Mais à travers ce sifflement, j'entendais parfaitement la voix stridente et venimeuse de ma belle-mère hurler. « Tu fais une belle figure. Tu es la belle-fille de cette maison et tu oses aller dans la famille de ta mère avant de venir ici. Tu manques de respect à cette maison. Tu manques de respect à nos traditions. Tu es une belle fille mal élevée, sans éducation. Qui t'a donné l'autorisation de partir? Est-ce que j'ai donné mon accord? Par hasard, aujourd'hui, je vais t'apprendre les règles de cette famille. » Tout s'était passé si vite, et d'une manière si brutale que mon cerveau s'est paralysé pendant quelques secondes. Je suis restée là, assise sur le sol froid, une main couvrant ma joue enflée et brûlante, et l'autre appuyée sur les pavés. L'humiliation m'est montée à la gorge. Pendant toutes ces années, en tant qu'épouse et belle-fille, je ne lui avais jamais manqué de respect. J'avais même travaillé gratuitement pour cette famille, tous les mois, après mes heures épuisantes au cabinet d'Audi. Je devais rester éveillée jusqu'à minuit pour calculer les livres de compte, les loyers, les factures d'eau et d'électricité, des boutiques et des 20 chambres d'étudiants de ma belle-mère. Je gérais les effluves de trésorerie de l'entreprise de menuiserie de mon beau-frère, organisant des montagnes de factures chaotiques pour qu'il puisse faire des bénéfices en toute tranquillité. J'avais tout fait avec le dévouement de quelqu'un qui se considère comme un membre de la famille. Et en échange, juste pour avoir exprimé le désir simple de rendre visite à ma mère malade à Noël, je me faisais agresser et humilier impitoyablement en plein jour. Le vent d'hiver a balayé la cour, me glaçant la peau. Mais ce n'était rien, comparé au froid qui se répandait en moi. J'ai lentement levé les yeux vers ma belle-mère. Elle était toujours là, furieuse comme un animal sauvage. Pointant du doigt et crachant des insultes, elle pensait que gifler sa belle-fille était son droit, une façon d'établir son autorité absolue dans cette maison. Elle pensait que j'allais pleurer, que j'allais me mettre à genoux pour demander pardon, comme toutes ces autres fois où j'avais choisi la soumission pour préserver la paix. Mais elle se trompait. La gifle d'aujourd'hui ne m'a pas fait peur. Elle a réveillé la dernière once de dignité qu'il me restait. C'était la goutte d'eau qui a emporté avec elle tout le respect et l'affection que j'avais essayé de construire. Après ce choc étourdissant, j'ai regardé autour de moi pour chercher du soutien. J'ai cherché l'homme qui m'avait promis de me protéger pour le reste de ma vie. Thibaut était à moins de 2 mètres de moi. Mais, mon Dieu, son expression a fait basculer mon cœur dans un abîme. Mon mari était livide, reculant de quelques pas par peur d'être impliqué. Ses bras pendaient mollement. Il n'a pas couru pour m'aider à me relever. Il ne m'a pas protégé de la fureur de sa mère. Sa bouche a balbutié quelques mots imperceptibles. Essayant d'apaiser sa mère, d'une manière faible et lâche, il avait plus peur de contrarier sa mère que de pitié pour sa femme qui saignait de la bouche. J'ai tourné mon regard vers le perron. Mon beau-père, Charles, était adossé à la lourde porte en bois. Il avait assisté à tout depuis le début. Il a vu sa belle-fille tomber. Il a vu sa femme frapper sa belle-fille. Mais en croisant mon regard, il a simplement fait claquer sa langue, qui a tourné la tête de l'autre côté et a fait semblant d'admirer une plante suspendue au balcon. Son indifférence était une approbation tacite du comportement tyrannique de sa femme. Le plus douloureux a été ma belle-sœur, Marion. Elle a mon âge, a déjà sa propre famille. Mais elle était arrivée tôt pour voir ses parents pendant les fêtes. Marion se tenait sur la terrasse, les mains sur les hanches,
en me regardant, avec un air triomphant. Elle a affiché un sourire sarcastique et a lancé des prémens, commentaires cruels, jetant de l'huile sur le feu. Tu voice. Maman? Je te l'avais bien dit. Elle croit que parce qu'elle gagne bien, sa fille, elle n'a pas à respecter la famille de son mari. Quand une femme se marie, la famille du mari passe en premier. Au moindre petit truc. Elle court, chez sa mère. Elle a pris une baffe et c'est bien fait. Tu dois être dur avec elle. Maman. Sinon elle va s'asseoir sur la tête de tout le monde. Les mots venimeux de Marion ont été comme des coups de poignard qui ont détruit mon dernier espoir en ce mot de famille dans cet endroit. Contrairement à la réaction habituelle des femmes opprimées, qui crient et pleurent. Mon cœur était devenu aussi froid qu'un bloc de glace submergé. Je n'ai pas versé une seule larme. Non pas parce que j'étais forte et insensible, mais parce que mon indignation avait atteint sa limite absolue. C'est transformant en un chaos. Terrifiant. J'ai compris que toute ma patience, au fil des années, avait été vaine. Mon dévouement était considéré comme un dû, ma soumission était perçue comme une faiblesse. Il ne me voyait pas comme une fille, ni comme un membre de la famille. Il me voyait comme un pion, quelqu'un au bas de la hiérarchie familiale, bon à piétiner pour satisfaire leur autoritarisme et leur arrogance. J'ai utilisé mes mains pour prendre appui sur les pavés, et je me suis relevée, lentement. Mes articulations me faisaient souffrir, mais je me suis forcée à rester droite. J'ai essuyé avec ma manche le sang qui coulait au coin de ma bouche. J'ai épousseté méthodiquement la poussière et la terre de ma robe. Je me suis baissée et j'ai ramassé le coffret de truffes cabossées, le posant soigneusement à côté du panier garni qui gisait renversé dans la cour. En voyant mon silence inhabituel, ma belle-mère a hésité un instant, mais a maintenu sa posture autoritaire. C'est alors que Thibaut s'est approché, timidement, m'a attrapé par la manche, et a chuchoté d'un ton suppliant. Rends-toi compte et demande pardon à ma mère. Excuse-toi une bonne fois toutes pour en finir avec ça, et rentrons. Oh laisse. C'est le réveillon. Ne laisse pas les voisins se moquer de nous. J'ai repoussé violemment la main de Thibaut. Mon regard envers lui n'avait plus la douceur ni le respect d'une épouse. Seulement du mépris et de la pitié. Homme qui n'a pas le courage de protéger sa femme de la violence irrationnelle, de sa famille, qui oblige lâchement sa femme à se mettre à genoux en soumission. Ne mérite plus mon amour une seconde de plus. Tu n'as pas à m'apprendre comment me comporter. M'excuser? Ce n'est certainement pas à moi de m'excuser. Ai-je dit lentement. Le volume de ma voix n'était pas fort. Mais il était aussi tranchant qu'une lame. Tout le monde dans la cour est resté perplexe. Je n'ai même pas pris à peine de regarder quelqu'un d'autre dans cette famille terrifiante. J'ai tourné, les talons, laissant le luxueux panier de Noël au milieu de la cour. Et Yoy avançait à grands pas décidés vers le portail. Le vent glacial me fouettait le visage. Mais mon esprit était d'une lucidité incroyable. Tu vas où? Si tu franchis ce portail, ne remets jamais les pieds ici, a hurlé ma belle-mère derrière moi. Je ne me suis pas retournée. Je n'ai pas répondu. J'ai continué vers la rue. J'ai sorti mon téléphone et j'ai appelé un taxi qui était stationné non loin. La voiture a démarré, laissant derrière elle la maison la plus luxueuse, mais la plus froide et dénuée d'humanité qui soit, assise sur la banquette arrière. Yoy, relevé mes vêtements pour inspecter mes blessures. Et j'ai pris mon téléphone. La première chose que j'ai faite a été d'ouvrir l'appareil photo et de photographier mon visage enflé et rouge, la coupure saignante sur ma lèvre et les énormes ecchymoses sur mes genoux. Je me suis dit que cette bataille ne faisait que commencer. Ce qu'ils avaient semé aujourd'hui, je le leur rendrai, avec la loi et la précision chirurgicale d'une auditrice financière pour restaurer la justice. Il était temps de sortir le dossier confidentiel de mon tiroir. Ce voyage n'était pas une fuite, mais un recul tactique pour préparer la tempête destructrice qui allait s'abattre sur leur famille.
Le taxi a glissé doucement dans les rues presque vides de Paris en ce matin de réveillon. Partout. Il y avait des décorations, et les familles se réunissaient, dans des maisons chaleureuses. J'étais la seule à porter une humiliation. Indescriptible. Le chauffeur de taxi m'a regardé dans le rétroviseur. Avec une expression d'inquiétude en voyant ma joue rouge et le sang séché au coin de ma bouche. Mais il a eu le tact de ne poser aucune question. J'ai appuyé ma tête contre la vitre, laissant les souvenirs douloureux remonter à la surface comme des vagues sombres. En 6 ans de mariage, je n'avais jamais offensé mes beaux-parents par un seul mot. Mais pour elle, je serais toujours une étrangère, ou plutôt un outil que la famille pouvait utiliser et exploiter. Je me suis souvenu des soirées de fin de mois où, après m'être épuisée au cabinet d'Audi, j'arrivais chez moi. Avant même de pouvoir manger un repas chaud. Ma belle-mère me jetait une pile de factures et de reçus sur la table. Elle m'obligeait à calculer au centime près les charges, l'eau, l'électricité et les dépenses des plus de 20 chambres. Onway. Je tapais sur mon ordinateur, vérifiant tous les chiffres pour elle, jusqu'aux petites heures du matin. Si un locataire était en retard de paiement, elle m'insultait, m'accusant de ne pas savoir gérer les comptes ou de ne pas savoir recouvrer ses dettes. Elle se vantait toujours devant les voisins de la fortune de sa famille et de leurs revenus mensuels faramineux. Mais derrière cette façade, il y avait tout un système de fraude qu'elle m'obligeait à dissimuler. J'avais travaillé gratuitement, sans jamais recevoir un centime, ni même un mot de remerciement. Et en échange, juste pour avoir eu pitié de ma mère, malade à Noël, j'avais été battue et insultée dans la cour comme une criminelle. La douleur physique de cette gifle matinale n'était rien comparée à l'effondrement de mon âme. Ma joue continuait de brûler. Chaque battement en cœur sous ma peau me rappelait ma stupide soumission pendant toutes ces années. La voiture s'est arrêtée devant l'immeuble où Thibaut et moi vivions. J'ai payé la course, remonté le col de mon manteau pour cacher la moitié de mon visage et je me suis dépêchée de prendre l'ascenseur. En arrivant dans l'appartement, le silence était total. J'ai verrouillé la porte et jeté mon manteau sur le canapé. La première chose que j'aurais pu faire, c'était de m'asseoir pour pleurer ou d'appeler mes amis pour me plaindre. Mais l'esprit d'une auditrice est immédiatement passé en mode analyse et collecte de preuves. Je suis allée dans la salle de bain. J'ai allumé toutes les lumières, pour y voir très clair. Devant le miroir, j'ai regardé attentivement mon état. Misérable. Mes cheveux étaient en bataille à cause de la poignée arrachée. Ma robe en soie de prix était couverte de terre. Ma joue gauche était très enflée, avec les marques des doigts encore visibles. Et ma lèvre fendue saignait encore, légèrement. En remontant mon pantalon, j'ai vu parfaitement mes 2 genoux, écorchés et couverts d'hématomes à cause de la violence de la chute sur la pierre. J'ai sorti mon téléphone et j'ai photographié méticuleusement chaque angle de mes blessures. J'ai photographié l'ensemble de mon visage, les détails de la gifle, mes genoux meurtris et mes vêtements sales. Ensuite, j'ai vérifié les données de localisation et l'horodatage des photos pour garantir leur valeur légale. Toutes ces images documentaient parfaitement la brutalité de la famille Demon Mari. Après avoir pris les photos, j'ai immédiatement téléchargé tous les fichiers sur mon compte sécurisé en ligne. Je connaissais bien le code pénal français concernant les coups et blessures volontaires et les violences intrafamiliales. Ces images, combinées au certificat médical que j'avais, l'intention de demander le lendemain, serait mon arme la plus redoutable pour me protéger. Je me suis lavé le visage à l'eau froide et j'ai désinfecté soigneusement mes plaies avec du sérum physiologique. Le liquide a brûlé jusqu'aux os. J'ai serré les dents et j'ai tenu bon. Je me suis promis que ce serait la dernière fois que je me trouverais dans une position de faiblesse. Ma bonté avait été placée au mauvais endroit. Et maintenant, il était temps d'utiliser ma raison pour démasquer ceux qui se servaient de l'argent et du pouvoir pour piétiner la dignité des autres.
Après avoir soigné mes blessures, je suis allée dans le salon et je me suis préparé un thé bien chaud. La chaleur de la tasse m'a aidé à me calmer. Mon esprit était désormais d'une clarté absolue. Je me suis souvenu des papiers et des contrats que j'avais copiés en secret au fil des années. Je n'avais jamais eu l'intention de m'en servir pour faire du chantage ou nuire à la famille de mon mari. Je les avais gardés uniquement par déformation professionnelle. La prudence élémentaire d'une auditrice face à des données non transparentes pour me protéger au cas où le fisc viendrait enquêter un jour. Mais aujourd'hui, ces mêmes documents seraient le levier pour inverser le rapport de force. Je suis allée dans le bureau et j'ai marché vers une armoire en chêne dans un coin. J'ai sorti un trousseau de clés caché sous le double fond du tiroir supérieur. J'ai inséré la clé dans la serrure du tiroir du bas et je l'ai tournée avec force. Un déclic a retenti. J'ai tiré le tiroir. À l'intérieur, ce jean trouvait un coffre-fort en métal à code. J'ai composé rapidement le code. Et j'ai ouvert le couvercle. À l'intérieur reposait un épais dossier soigneusement emballé, accompagné de 2 clés USB remplies de données. J'ai apporté tous les documents sur mon bureau. J'ai allumé mon ordinateur portable et j'ai commencé à vérifier chaque section. La première partie contenait les preuves d'évasion fiscale sur les locations immobilières de ma belle-mère. Les locaux commerciaux et les plus de 20 chambres, lui, rapportaient des bénéfices mensuels de plusieurs milliers d'euros. Selon les règles du centre des impôts, avec un tel chiffre d'affaires, elle aurait dû payer la TVA et l'impôt sur le revenu pour un montant considérable. Mais ma belle-mère était très rusée. Elle utilisait un système de baux parallèles. Un premier type de contrat, avec une valeur résiduelle de quelques centaines d'euros par mois, soumis aux impôts pour payer le minimum. Le second type était le véritable contrat, non déclaré, qui indiquait le vrai loyer, 10 fois supérieur, signé par elle et par les locataires. Elle gardait ses vrais contrats avec beaucoup de soin, mais elle avait commis l'erreur de me confier la tâche de vérifier les comptes et les paiements chaque mois. En utilisant mes compétences, j'avais pris en photo et photocopié tous ces contrats, accompagnés des registres, d'encaissement mensuel portant la signature de ma belle-mère elle-même, confirmant la réception de l'argent liquide. Les écarts étaient clairs comme le jour. Sur 6 ans, le montant des impôts qu'elle avait fraudés à l'État atteignait une somme astronomique, amplement suffisante pour constituer un délit de fraude fiscale et entraîner des poursuites pénales. La deuxième partie des documents, tout aussi dramatique, concernait l'entreprise de menuiserie de mon beau-frère, le mari de Marion. Cette entreprise fournissait des services de menuiserie et de rénovation pour de gros chantiers, avec des facturations très élevées. Mais pour échapper à l'impôt sur les sociétés et à la TVA, mon beau-frère ne faisait pas de facture. Au lieu de cela, il demandait aux clients de virer les paiements sur le compte bancaire personnel de ma belle-mère, sous couvert de cadeaux familiaux ou de remboursement de dettes personnelles. Ensuite, ma belle-mère retirait l'argent en espèces ou le retransférait à son gendre. Elle croyait que cette circulation d'argent était infaillible et indétectable. Mais elle avait oublié que c'était moi qui lui faisais les tableaux de flux de trésorerie pour distinguer ce qui appartenait à que la menuiserie et ce qui provenait des loyers. Sur cette clé USB, il y avait tous ces relevés bancaires, méticuleusement croisés avec les brouillons de paiement de la menuiserie. Il suffisait qu'un inspecteur des finances publiques ou de la police judiciaire jette un œil là-dessus pour comprendre immédiatement le système de travail dissimulé et de blanchiment d'argent entre les deux. J'ai feuilleté chaque page, regardant les chiffres danser devant mes yeux. Tout était clair, des preuves irréfutables et incontestables, parce qu'ils avaient de l'argent. Ils méprisaient ma famille modeste et piétinaient mon amour-propre. Maintenant, j'allais utiliser cet argent sale dont ils étaient si fiers pour leur donner une leçon sur le respect de la loi et de la dignité humaine. Yoï, ranger les documents dans le coffre-fort. Je l'ai verrouillé et j'ai ressenti une
immense détermination. Demain, le compte à rebours de cette bombe à retardement allait commencer. L'horloge marquait 11 heures du soir. Le bruit de la serrure résonna. J'étais, dans le salon en train de lire un livre. Et je l'ai refermé calmement. Thibaut est entré dans l'appartement en titubant, empestant le whisky et la nourriture. Tes fêtes de Noël. En me voyant là, il s'est arrêté une seconde, avec un air légèrement coupable. Mais il a vite repris l'attitude irritée de quelqu'un à qui sa famille venait de bourrer le crâne avec des idées machistes. Thibaut a jeté ses clés sur la table avec fracas, et s'est approché, et m'a parlé d'une voix, pâteuse et avinée. « Qu'est-ce que tu fais ici au beau milieu du salon ? Tout se passait si bien. » D'un coup tu pars, et tu fais honte à notre famille devant les voisins. Mes parents sont furieux. Je suis restée assise sur le canapé. J'ai levé la tête et je l'ai regardé dans les yeux. L'hématome sur ma joue était bien visible sous la lumière du salon, mais il n'a pas pris la peine de me demander si j'avais mal ou si ma blessure était grave. Dans sa tête, il n'y avait que de l'irritation parce que j'avais terni l'image de sa famille. Tu n'as pas vu ta mère me gifler et me jeter à terre au milieu de la cour ? Le a fait que je sois partie à même aider à préserver la dignité de cette maison. Ai-je répondu froidement ? Thibaut a balayé l'air de la main et a froncé les sourcils, se justifiant avec les arguments les plus ridicules que j'ai jamais entendus. Oh ! Ma mère est vieille. Les personnes âgées ont le sang chaud. C'est Noël. Tout. Et la belle-fille. Tu aurais dû faire preuve d'un peu de patience. Ça ne coûte rien. Ce n'était qu'une gifle. Quel besoin avais-tu de faire tout ce cinéma ? De partir ? Demain ? Tu te changes et tu viens avec moi te mettre à genoux pour demander pardon à ma mère pour en finir avec cette histoire. Dépêche-toi avant, qu'elle ne soit encore plus énervée. Parce que là, je ne pourrais pas te défendre. J'ai laissé échapper un rire froid et amer. Une gifle qui anéantit la dignité humaine était considérée par lui comme une broutille. Un simple coup de sang, normal chez les personnes âgées. La lâcheté de Thibaut avait complètement anéanti tout lien matrimonial. Il préférait voir sa femme humiliée plutôt que d'oser défendre ce qui était juste. Je n'ai pas voulu discuter davantage avec un homme ivre et irrationnel. Je me suis levée. J'ai pris un verre d'eau et je me suis dirigée vers la chambre. Je n'ai rien fait de mal pour m'excuser. Tu es saoule. Va dormir sur le canapé. À peine avais-je prononcé ces mots que j'ai fermé la porte de la chambre et tourné la clé, la verrouillant d'un claquement sec. Dehors. Thibaut a frappé à la porte à plusieurs reprises, a marmonné des plaintes incompréhensibles et fini par tituber jusqu'au salon, où il a commencé à ronfler. Cette nuit-là, je me suis endormie avec une légèreté inhabituelle, libérée des pensées torturées, du passé. Le matin de Noël, le 25 décembre, alors que je me levais et préparais mon café, mon téléphone a sonné. En voyant le numéro familier sur l'écran, Yoï compris que c'était ma belle-mère. Au lieu de répondre normalement, j'ai activé l'enregistrement des appels et j'ai mis le haut-parleur. Où est-ce que tu es ? C'est le matin de Noël et tu n'es toujours pas là pour t'aider au repas de famille. Tu essaies de te rebeller contre cette maison ? La voix stridente de ma belle-mère résonnait, âpre et assourdissante. J'ai pris une gorgée de café, gardant ma voix aussi neutre que possible. Vous m'avez chassé de chez vous hier. Vous m'avez frappé et laissé avec le visage tuméfié. Ce n'est pas très convenable que je vienne, pour ne pas attirer l'attention des voisins et salir la réputation de notre famille. J'ai souligné l'agression exprès pour qu'elle la confirme elle-même, comme je m'y attendais. Elle n'a rien nié, et s'est même glorifiée avec orgueil. Je t'ai frappé pour t'éduquer, pour être la belle-fille dans cette maison. Tu dois connaître ta place. Ne fais pas l'insolente. Je te dis une chose, si d'ici midi tu ne viens pas me demander pardon à genoux, je demande à Thibaut de signer les papiers du divorce. Cette maison n'accueille pas les belles filles, mal élevées comme toi. Immédiatement, on a entendu la voix de ma belle-sœur,
Marion s'immisçait. À l'autre bout du fil. Le ton était menaçant et méprisant. Ne fais pas ta princesse. Tu crois que si tu quittes mon frère, tu trouveras quelqu'un de mieux? Une femme divorcée ne sert qu'à vivre dans la misère. Tu as intérêt à venir demander pardon à maman. Sinon tu sortiras du tribunal les mains vides. J'ai souri, les laissant m'insulter à leur guise. Toutes les offenses, menaces, préjudices moraux et pression pour le divorce étaient enregistrés de manière parfaitement audible par mon téléphone. Quand elles eurent fini de parler, Yai, répondu par une phrase courte et claire, dit à Thibaut de préparer les papiers du divorce. Je signerai, quant à m'excuser. Je n'ai rien fait de mal. Donc, je ne demanderai pas pardon. Adieu. Belle maman. J'ai raccroché et j'ai sauvegardé l'enregistrement dans un dossier séparé nommé « Preuve de menace ». Mon puzzle juridique prenait forme. Elle pensait que ces menaces de bas étage me feraient trembler de peur. Comme d'habitude, elle avait trop confiance dans le pouvoir de l'argent et dans leur sadisme, autoritaire. Mais elles ignoraient que chaque parole arrogante prononcée scellait leur propre destin dans la bataille légale qui s'annonçait. Yai, regardez l'heure. Il était temps d'aller à l'hôpital pour récupérer le certificat médical en vue de la prochaine étape décisive, malgré le fait que ce soit le matin de Noël. J'ai pris un taxi pour l'hôpital, Cochin à Paris. Les urgences fonctionnaient normalement. Je me suis dirigée vers qui l'accueille et j'ai expliqué au médecin de garde que j'avais été agressée. Ce qui avait entraîné des traumatismes au visage et au tissu mou. Le médecin, homme d'âge mûr, m'a examiné attentivement et a consigné tous les détails dans le dossier clinique. La muqueuse interne de ma lèvre présentait une coupure de 2 cm. Ma joue gauche était enflée et présentait de vastes ecchymoses, dues à la violence de l'impact. Mes 2 genoux étaient sévèrement écorchés, couverts de gros hématomes suite au choc contre une surface dure. Après avoir passé les examens nécessaires pour écarter toute fracture ou traumatisme crânien, j'ai demandé qu'on me remette le certificat médical officiel. Ces papiers, en tête portant le cachet de l'hôpital, était le premier document légal. Confirmant la brutalité que j'avais subie, le document en main, j'ai appelé Nicolas. Maître Nicolas était un ancien camarade de la faculté de droit, qui était aujourd'hui associé dans un cabinet d'avocats réputés de la capitale. Entendant la gravité de ma voix, il a accepté de me retrouver dans une brasserie ouverte ce jour férié. Près de l'hôpital, quand j'ai retiré mon écharpe, Nicolas a froncé les sourcils. Ses yeux exprimaient le choc et la pitié pour son ancienne camarade. Je n'y suis pas allé par 4 chemins, et je suis allé droit au but. J'ai posé le certificat médical sur la table, accompagné de la clé USB contenant les données des baux de location, les flux de trésorerie et l'enregistrement vocal de la famille de mon mari. Avec la logique implacable d'une auditrice, j'ai exposé à Nicolas toute la situation, du conflit jusqu'aux agressions, ainsi que tous les schémas classiques d'évasion fiscale de ma belle-mère et de mon beau-frère. Nicolas a écouté attentivement, parcourant les fichiers sur son ordinateur portable. Plus il lisait, plus son expression devenait sérieuse. Il m'a garanti que ces documents avaient un poids juridique énorme. Le dossier de dissimulation fiscale, avec des montants de cette ampleur sur 6 ans, rassemblait suffisamment d'éléments pour une procédure pénale auprès du fisc et de la police judiciaire. Le système de circulation d'argent de la menuiserie était également une preuve claire de fraude à la TVA et à l'impôt sur les sociétés. Quant à la partie civile et pénale personnelle, le certificat médical, les photos des blessures et l'enregistrement des aveux de ma belle-mère constituaient une base solide pour déposer plainte pour coups et blessures volontaires, menaces et de diffamation. J'ai signé la procuration, donnant plein pouvoir au cabinet de Nicolas pour traiter l'affaire. Je lui ai demandé de rédiger et d'envoyer immédiatement 2 dossiers. Le premier,
Un signalement pour fraude fiscale directement au centre, des finances publiques et à la police judiciaire. Le second, une mise en demeure par lettre, recommandée envoyée en main propre à ma belle-mère, l'avertissant des conséquences pénales pour violence volontaire et atteinte à l'intégrité physique. En déléguant tout cela à mon avocat de confiance, Yoy a senti un poids immense s'envoler de mes épaules. L'après-midi même, j'ai fait ma valise avec quelques vêtements et je suis allée à la gare Montparnasse pour prendre un train en direction de la Bretagne. Quand, le train est arrivé à destination. La lumière de fin de journée s'étendait déjà sur la campagne bretonne. J'ai marché avec ma valise, plongée dans la paix de ma région natale, où ma mère m'attendait. En me voyant arriver à l'improviste l'après-midi de Noël, ma mère a été très surprise. Elle est sortie précipitamment de la cuisine, les mains encore couvertes de farine. Quand je suis entrée et que j'ai retiré mon écharpe, son sourire a disparu. Ses yeux se sont arrêtés sur mon visage marqué et sur ma quai, lèvres portant encore des traces de sang séché. Je n'ai pas eu besoin de parler. Son intuition de mère lui a tout de suite fait comprendre ce que sa fille venait de traverser. Elle a porté ses mains usées par la vie à mon visage. Des larmes ont coulé le long de ses rides. Elle m'a serré dans ses bras en sanglotant, bruyamment. J'ai posé ma tête sur l'épaule de ma mère. Ressentant sa chaleur et son amour, in finis, je lui ai raconté calmement tout ce qui s'était passé dans la cour de mes beaux-parents, sans occulter le moindre détail. Je lui ai également dit que j'avais décidé de faire appel à un avocat et d'utiliser les preuves de fraude fiscale contre cette famille. J'avais peur qu'elle s'inquiète ou qu'elle utilise les vieux conseils de patience pour sauver mon mariage et me demande de retirer ma plainte. Mais je me trompais. Ma mère a essuyé ses larmes et son regard a montré une détermination de fer. Elle m'a dit d'une voix ferme: « Ma fille s'est mariée pour être aimée, pas pour servir de punching ball aux autres. » Elle soutenait totalement ma décision. Elle a ajouté qu'elle préférait me voir divorcer et manger de la soupe avec elle au village plutôt que de laisser des gens qui se croient tout permis avec leur argent piétiner notre dignité. Cette nuit-là, dans les bras de ma mère, j'ai eu le sommeil le plus profond et le plus paisible de ces 6 dernières années. Les fêtes sont passées rapidement. Je suis retournée à Paris pour mon premier et jour de travail après cette période festive. L'appartement était toujours aussi vide et froid que je l'avais laissé. Les affaires de Thibaut étaient jetées sur le canapé. Signe que ces derniers jours, il n'était venu que pour dormir avant de repartir boire avec ses amis. J'ai rangé ma chambre, marquant clairement les frontières. À partir de maintenant, notre mariage n'existerait plus que sur le Mancier. Papy, ce soir-là, Thibaut est rentré à la maison, en me voyant taper sur mon ordinateur. Il a adopté une posture triomphante, a tiré une chaise, s'est assis en face de moi et a croisé les jambes avec l'air d'un seigneur accordant son pardon. Il affirmait que mon départ en Bretagne ces derniers jours n'était qu'un caprice d'enfant. Dans son esprit étriqué, une femme de province n'oserait jamais abandonner la fortune de sa famille. Le fait que je sois retournée à l'appartement était pour lui la preuve que j'avais eu peur et que j'acceptais de me soumettre. Thibaut s'est éclairci la gorge et a commencé à me donner des conseils d'un ton condescendant. Il a dit que ses parents étaient furieux, que Marion était également indignée, mais que lui, en tant que mari, avait glissé quelques mots en ma faveur et que ses parents, dans leur immense mansuétude, avaient décidé de me pardonner. Il suffisait que dimanche prochain, j'achète une belle corbeille de fruits, que je l'accompagne chez ses parents et que je présente mes excuses à sa mère avec sincérité pour que tout s'arrange. Il a insisté sur le fait que c'était la dernière chance que la famille m'accordait et que je devais la saisir pour sauver notre foyer. J'ai écouté Thibaut parler du début à la fin sans l'interrompre. En regardant le visage prétentieux de l'homme que j'appelais autrefois mon mari, Yenoi ressentit qu'un vide immense et de la pitié. Il n'avait pas la moindre idée de ceux qui s'apprêtaient à s'abattre sur sa famille. L'illusion du pouvoir de l'argent était tellement ancrée en lui
J'ai fermé mon ordinateur et je l'ai regardé, droit dans les yeux avec un léger sourire. Je lui ai répondu d'un ton calme, sans laisser paraître la moindre émotion. Dimanche prochain. J'ai un déplacement professionnel. Je ne peux pas aller chez tes parents. Il est hors de question que je m'excuse. Et si tes parents veulent, que tu prépares les papiers du divorce. Was-u? Je signe immédiatement. Après avoir parlé, je me suis levée. Je suis entrée dans ma chambre. Yoï, et verrouillé la porte, et j'ai laissé Thibaut stupéfait dans le salon. Yoï, entendu ses grognements irrités. Mais cela n'avait plus aucune prise sur mon esprit. Dans les jours qui ont suivi, mon rythme de vie a repris la frénésie d'une auditrice financière. Au cabinet, je traitais des montagnes de rapports financiers et de bilans annuels pour les clients. Ce travail intense exigeait une concentration totale, ce qui m'a aidé à oublier mes problèmes familiaux. Comme l'hématome sur mon visage s'estompait, il m'a suffi d'utiliser un peu de correcteur pour pouvoir communiquer avec les clients en toute confiance. Aucun collègue n'a remarqué le séisme que ma vie venait de subir. De l'autre côté des tranchées, chez mes beaux-parents, régnait également un silence terrifiant. Il n'y eut plus aucun appel menaçant. D'après les conversations indirectes et agacées de Thibaut le soir, j'ai compris que ma belle-mère était très fière d'elle-même. Elle était persuadée que je tremblais, de peur. Subissant la punition de l'isolement, elle voulait utiliser l'indifférence pour me forcer à me présenter et à implorer son pardon. C'est silence ressemblait à l'air lourd qui précède un ouragan de catégorie maximale. Tout paraissait calme. Mais seul mon avocat et moi savions que la bombe à retardement faisait tic-tac. Les dossiers étaient déjà sur les bureaux des autorités. Les lettres recommandées étaient déjà en route avec la poste. Yovice choisit d'agir normalement, de bien vivre, de bien manger et d'utiliser mon calme absolu pour combattre leur arrogance extrême. Dans cette guerre psychologique, le premier qui perdrait son sang-froid perdrait tout. Et je savais que leur fierté allait voler en éclats. Le 10e jour de travail après Noël, alors que je validais les données fiscales d'une entreprise, l'écran de mon téléphone n'a cessé de s'allumer. Les noms de Thibaut clignotaient sans interruption, avec des dizaines d'appels en absence. J'ai coupé le son et j'ai continué mon tableau Excel. Au 15e appel, devinant que la bombe avait enfin explosé, j'ai pris lentement mon téléphone et je me suis dirigée vers un couloir vide du bureau. En décrochant, la voix haletante et hystérique de Thibaut a résonné à l'autre bout de la ligne. « Où es-tu ? Rentre à la maison immédiatement. C'est une catastrophe. Mes parents sont en train de devenir fous. Viens tout de suite. S'il te plaît. » Sa voix tremblait et in fond sonore. On entendait le bruit de poings frappant sur des tables et les cris perçants de ma belle-mère. Ce chaos correspondait exactement au scénario que j'avais prévu. Je me suis adossée à la vitre du bâtiment, regardant la circulation en contrebas, et j'ai répondu froidement. Je suis au travail. Si tu as quelque chose à dire, dis-le au téléphone. Yenoi a pas le temps de venir. Thibaut mélangeait ses mots. Il lui a fallu plusieurs minutes pour tout expliquer. Ce matin-là, le facteur avait livré 3 lettres recommandées chez mes beaux-parents. Mon beau-père avait signé l'accusé de réception. Lorsqu'il avait ouvert les lettres, c'était comme s'ils avaient été frappés par la foudre. Le premier document était une notification de l'administration fiscale sommant ma belle-mère de s'expliquer sur la fraude aux déclarations de revenus fonciers. Elle était accompagnée d'un relevé des écarts entre les vrais contrats et ceux fournis aux impôts au cours des 6 dernières années. Le redressement, incluant l'évasion, les intérêts de retard et les pénalités, s'élevait à 35 000 €. La notification précisait que faute de justification et de paiement immédiat, le dossier serait transmis à la police judiciaire. Le deuxième papier était une convocation de l'inspection du travail et des finances pour la menuiserie de mon beau-frère. Ils exigeaient toutes les factures
et les justifications concernant les virements directs de clients sur le compte personnel de ma belle-mère. La menuiserie faisait face à un gel de ses comptes bancaires et à une suspension de son activité. Et la troisième lettre, celle qui a le plus anéanti ma belle-mère, était la mise en demeure du cabinet de maître Nicolas. Elle incluait la copie du certificat médical de l'hôpital Cochin, des photos et la transcription de l'appel où elle, qui me menaçait. Elle exigeait une indemnisation pour préjudice physique et moraux. C'est dans un délai de 15 jours, aucune réparation n'était effectuée. Le cabinet engagerait des poursuites pénales pour coups et blessures. Volontaires. Thibault criait au téléphone, me questionnant avec un désespoir absolu. C'est toi ou ce n'est pas toi? C'est toi qui gardais les dossiers des impôts. Toi seul avais les originaux. Comment as-tu pu être aussi cruel avec la famille de ton mari? Où ma mère va-t-elle trouver 35 000 euros? Et l'entreprise de mon beau-frère? Tu veux détruire toute la famille? J'ai éclaté de rire. Un rire qui libérait toute la répression de ces dernières années. Cruel? Demanda ta mère si, quand elle m'a tiré les cheveux et giflé mon visage au milieu de la cour la veille de Noël. Elle a pensé au lien entre belle-mère et belle-fille. Quand tu es resté dans ton coin à me regarder, menusteds, au faire agresser. As-tu pensé à notre mariage? Je n'ai fait que remplir mon devoir de citoyenne. En dénonçant un délit d'évasion fiscale, la lettre de l'avocat sert à me rendre ma dignité. J'ai prononcé chaque syllabe distinctement, comme des clous plantés dans l'esprit de Thibault. Vous utilisez l'argent pour mépriser la loi. Vous avez méprisé ma famille parce qu'elle était humble. Et vous avez piétiné mon travail et mon honneur. Maintenant, ce sont les conséquences de votre mépris pour la loi. Dit Athée, apparent de préparer l'argent de l'amende. Sinon la police viendra fouiller l'atticlé. Maison et les voisins verront votre honte. Ne m'appelle plus. J'ai raccroché et j'ai immédiatement bloqué son numéro. J'ai pris une grande inspiration. La bombe avait totalement détruit la façade arrogante de cette famille. Le jugement de la loi allait maintenant vraiment commencer. Cet après-midi-là, en passant mon badge pour ouvrir la porte de l'appartement, j'ai vu Thibault assis par terre dans le couloir de l'immeuble. Il portait encore ses vêtements de bureau, froissés, les cheveux ébouriffés, et son visage était abattu. Il avait vieilli de 10 ans. En me voyant, il s'est levé, précipitamment. Ses yeux étaient rouges et gonflés, révélant un choc psychologique gigantesque. Avant que je puisse réagir, cet homme qui avait toujours accordé tant d'importance à l'image est tombé à genoux sur le marbre, froid, juste devant moi. Il a joint les mains et, d'une voix rauque, m'a imploré dans un désespoir extrême. Il a admis que sa famille avait tort, que sa mère avait eu totalement tort de me maltraiter. Il m'a supplié de sauver la menuiserie de son beau-frère et le patrimoine de ses parents. Il a promis de faire tout ce que je voudrais, à condition que je retire mes plaintes et les demandes de gel des avoirs. Je suis restée à le regarder agenouillé, sans une once de pitié, ressentant seulement une profonde tristesse pour le mot mariage. Il a fallu que son patrimoine et sa liberté soient menacés pour qu'il s'abaisse à admettre ses cétilités. Tort. Je lui ai ordonné froidement de se lever. Je lui ai dit que cela ne se réglerait pas avec des larmes de lâche dans le couloir de l'immeuble. Je suis entrée chez moi. J'ai posé mon sac et j'ai pris le porte-documents contenant les copies du dossier fiscal et des preuves d'agression. J'ai ordonné à Thibault à me conduire chez ses parents à Neuilly. L'heure était venue d'affronter les personnes qui m'avaient piétiné. Le portail vert s'est ouvert. Mais il n'y avait plus l'attitude hautaine, habituelle. L'immense maison était recouverte d'une atmosphère lugubre. Je suis entrée dans le salon et j'ai vu mon beau-père, la tête basse sur le canapé, avec mis de la cendre de cigarette éparpillée autour du cendrier. Ma belle-mère était dans un coin, les cheveux décoiffés et le regard vide fixé sur le mur. Elle me voyant entrer, elle a frémi, avec une lueur de haine qui s'est vite éteinte. Cause de la peur, je me suis avancée sereinement,
J'ai tiré un fauteuil, et en suis assise face à eux deux. J'ai ouvert mon porte-documents. J'en ai sorti les alias de documents, et je les ai jetés sur la table en verre. Le bruit sec a résonné dans le silence de la pièce, les faisant sursauter tous les deux. J'ai commencé à parler. La voix claire, articulée et de fer. J'ai pointé du doigt la première liasse. Voici le tableau de comparaison entre les revenus réels et ceux déclarés aux impôts, que j'ai compilé pendant 6 ans. Je leur ai expliqué que le redressement de 35 000 € n'était qu'un début. Si la police judiciaire ouvrait une enquête pénale, ils gèleraient tous les comptes bancaires, placeraient sous scellé les boutiques et les chambres d'étudiants pour les besoins de l'enquête. Le délit de fraude fiscale et de baux fictif était passible de peine de prison. Et leur réputation auprès des voisins allait s'effondrer. Je suis passée à la deuxième liasse, celle de la menuiserie. J'ai démasqué le circuit d'argent illicite. L'utilisation du compte personnel de la belle-mère pour dissimuler les revenus d'une entreprise était la manœuvre la plus stupide qu'ils auraient pu faire. L'administration fiscale avait déjà tous les relevés, bancaires croisés avec la comptabilité de l'entreprise. Le gagne-pain de Marion était sur le point d'être anéanti. Enfin, j'ai posé sur la table le certificat médical et les photos de mon visage, en sang et tuméfié. J'ai regardé ma belle-mère dans les yeux et j'ai déclaré, haut et fort, que la plainte pénale pour agression n'était pas pour l'argent. C'était pour lui montrer que la loi ne pardonne pas les violences et ne permet pas à ceux qui se croient au-dessus de tout de traiter la dignité des autres comme des déchets. Ma belle-mère m'écoutait en tremblant. Elle s'est mise à pleurer bruyamment, cachant son visage, perdant toute son arrogance du réveillon de Noël. Mon beau-père se tenait la tête, soupirant profondément, totalement vaincu par la force indéniable des preuves. C'est alors que Thibaut a pris les devants pour la première fois depuis que nous étions mariés. Il a redressé le dos, la poitrine haletante, s'est tourné vers sa mère et a parlé fort. Il a dit que toutes les conséquences d'aujourd'hui étaient le fruit de son avidité et de son arrogance tyrannique. Il a accusé sa mère d'avoir méprisé la loi et d'avoir battu sa femme sans raison. Thibaut a déclaré qu'il soutenait mon recours à la justice pour me défendre et a exigé que sa mère assume ses responsabilités en payant les amendes à l'État et en m'indemnisant. La rébellion inattendue de Thibaut a laissé ses parents stupéfaits et j'ai laissé échapper un petit sourire ironique, bien que ce réveil soit venu tard et qui ait été motivé par la panique de perdre leur richesse. Cela montrait que ma bombe avait démoli la forteresse d'ignorance de cette famille. Le lendemain matin, j'ai enfilé un tailleur-pantalon classique et je me suis légèrement maquillée pour masquer la teinte jaunâtre des blessures qui guérissaient sur ma joue. Je suis arrivée plus tôt au bureau et j'ai commencé à traiter des dossiers. Vers 10 heures, la réceptionniste m'a prévenu qu'une femme nommée Marion faisait un scandale dans le hall. Exigeant de me voir, ranger mes documents, et j'ai dit à la réceptionniste de la faire patienter dans la brasserie au rez-de-chaussée de l'immeuble et que je descendais tout de suite. Quand je suis arrivée, Marion était déjà assise. Elle était bien loin de son air, au teint de Noël. Aujourd'hui, elle paraissait pitoyable. Elle avait de grandes cernes, des vêtements froissés et aucun des colliers hors de prix qu'elle avait l'habitude d'exhiber. L'entreprise de son mari était au bord de l'effondrement, et les disputes entre eux ces derniers jours avaient dû être terribles. Malgré tout, son arrogance n'avait pas totalement disparu. À peine étais-je assise que Marion a frappé du poing sur la table et, d'une voix aiguë et menaçante, m'a pointé du doigt. « Tu es une femme sans scrupules. Tu veux détruire ta propre famille ?» Elle m'a accusée de mener son mari à la ruine. Marion a déclaré que si je n'allais pas immédiatement retirer ma plainte aux impôts et à la police, elle ferait un tel scandale dans mon cabinet que je perdrais mon emploi pour être une belle fille ingrate et que je ne pourrais plus jamais relever la tête à Paris. Quelques clients de la brasserie se sont retournés. Curieux, je suis restée le dos droit, les mains croisées sur la table, maintenant un calme glacial jusqu'à
ce qu'elle termine ses menaces toxiques. Ensuite, j'ai lentement sorti mon téléphone de mon sac. J'ai déverrouillé l'écran et j'ai cherché un dossier audio, et bien organisé. J'ai dit à Marion qu'elle se trompait lourdement sur sa position actuelle, celle qui avait les cartes en main. Ce n'était pas elle. C'était moi. Et pour le prouver, j'ai lancé l'enregistrement audio que j'avais fait à Pâques, de l'année précédente. Ce jour-là, j'étais chez mes beaux-parents. J'étais dans la cuisine et je l'entendais parler au téléphone avec une amie dans le salon. La voix de Marion sortait du haut-parleur de mon téléphone, nette et extrêmement insultante. Dans l'enregistrement, elle utilisait des termes injurieux à propos de ma mère, qualifiant ma famille de paysans ignorants de Bretagne, de parasites qui ne voulaient que pomper l'argent de la famille de Paris. Elle disait que ma mère était une incapable qui avait élevé sa fille pour plumer les riches. Ces pures diffamations m'avaient fait pleurer en secret dans la cuisine. Mais j'avais tout enregistré. En entendant sa propre voix, Marion est devenue blanche comme un linge. La bouche grande ouverte, et la main qu'elle pointait est restée paralysée en l'air. J'ai coupé l'audio et j'ai fixé ses yeux effarés. Je lui ai expliqué, d'une voix posée, que, selon le code pénal, le délit de diffamation et d'injure publique, par l'imputation de faits graves portant atteinte à l'honneur, et n'en est pas particulier contre une personne âgée comme ma mère, rassemblait des preuves plus que suffisantes pour une action en justice. De plus, je l'ai averti que le scandale et les menaces qu'elle venait de proférer ici, dans la brasserie, étaient captés par les caméras de vidéosurveillance et par mon téléphone. Si Ye déposait cette plainte supplémentaire, non seulement elle paierait de lourdes amendes, mais elle risquait une peine de prison. Tu crois que tu peux régler des affaires judiciaires avec des comportements de voyous? Si l'entreprise de ton mari est dans l'illégalité, c'est la justice qui s'en occupe. Je n'ai été que le témoin. Si tu veux continuer ton scandale, j'appelle tout de suite la police pour déposer une main courante. Ai-je dit d'un ton tranchant et coupant qui a balayé le reste de l'arrogance de Marion? Marion est devenue verte, les lèvres tremblantes, incapable de prononcer un mot. Elle avait compris qu'elle avait marché sur la queue du lion. La fausse autorité qu'elle tentait d'imposer avait été écrasée par la loi, sans oser dire un mot d'eux. En plus, elle a ramassé maladroitement son sac et s'est enfuie en panique hors de la brasserie. En regardant la fuite lâche de ma belle-sœur, j'ai bu calmement une gorgée de mon thé à la camomille et j'ai senti que la justice reprenait sa place. Une semaine s'est écoulée. Le délai pour justifier la fraude auprès des impôts et payer le redressement de 35 000 € touchait à sa fin. Selon Thibault, la famille de mon mari était dans une crise extrême. Emprunter de l'argent à la famille élargie n'avait rien donné, car personne ne voulait être mêlé à la justice. D'autant plus avec la réputation de ses parents désormais entachée. La seule option qui leur restait était de vendre à la hâte une petite parcelle de terrain attenante à l'un de leurs immeubles commerciaux pour obtenir des liquidités. Cette dure réalité est tombée comme une douche froide sur leur arrogance, les forçant à faire face à leurs propres erreurs. Cette nuit-là, vers minuit, j'étais sur le point de m'endormir quand mon téléphone a vibré. C'était le numéro de mon beau-père. J'ai hésité un instant. Puis j'ai décroché. La ligne est restée silencieuse quelques secondes. Ensuite, j'ai entendu les lourds soupirs de Charles. Il n'y avait plus cette froide indifférence de toujours. Seulement la voix chevrotante et fatiguée d'un homme qui avait passé le cap de la soixantaine. Mon beau-père pleurait. Ses sanglots, nocturnes d'un homme de son âge, m'ont légèrement déstabilisé. Il a admis qu'il avait eu tort. Il a dit que pendant de nombreuses années, il avait laissé sa femme faire ce qu'elle voulait, commandant tout le monde. Et le zéro regrettait d'avoir vu sa belle-fille se faire agresser sans intervenir. Il a dit que son silence avait été son plus grand crime et qu'il avait entraîné la famille dans l'abîme. Il ne m'a pas demandé de retirer la plainte aux impôts, car il savait qu'en enfreignant les règles,
Ils devaient payer leurs dettes, ça. L'État. Il m'a seulement demandé de pardonner son insensibilité et la folie de sa femme, pour qu'ils puissent réparer leurs erreurs pour le reste de leur à jour, et ne pas subir une peine de prison. J'ai écouté attentivement et avec respect. Mais j'ai gardé ma fermeté. Je lui ai dit que tout cela avait dépassé les limites d'une simple excuse au téléphone. Les blessures physiques guérissent. Mais l'atteinte à l'honneur doit être réparée formellement et avec sérieux. Le lendemain matin, en arrivant au bureau, j'ai reçu un long message de ma belle-mère. Contrairement aux insultes d'autrefois, le message était d'une soumission totale. Elle m'appelait ma chère Camille, utilisant les mots les plus humbles pour exprimer son repentir. Elle a admis qu'elle avait été aveuglée par l'argent et qu'elle avait abusé de moi pendant longtemps. Elle a parlé de ses nuits sans sommeil, de la panique d'être traînée devant les tribunaux. Elle m'a supplié de lui accorder une chance de me rencontrer en personne pour me demander pardon et essayer de compenser ses erreurs. En lisant ces lignes, chargées de peur sur mon écran, j'ai compris que son armure d'arrogance était complètement tombée. Elle avait découvert de la pire des manières que la véritable force ne résidait pas dans les immeubles et les comptes occultes. Mais, dans le respect et la loi, j'ai réfléchi calmement à ce que j'allais faire ensuite. Mon but n'avait jamais été de les pousser dans le vide, ni de les envoyer en prison. J'avais fait ça pour restaurer l'ordre, pour exiger le respect pour moi-même et pour la famille de ma mère. J'ai écrit une réponse courte et incisive. J'ai accepté la rencontre. Cependant, j'ai posé une condition non négociable. La rencontre ne se ferait pas seulement entre moi et la famille de mon mari. J'ai exigé qu'il invite officiellement ma mère à venir de Bretagne. Ils avaient insulté ma mère, m'avaient volé le droit de la soutenir. Par conséquent, les excuses devraient être présentées directement à ma mère. J'ai envoyé le message et j'ai ressenti un immense soulagement. Tout était prêt pour le jugement final. Oula, compassion aurait sa place après l'éradication totale de l'arrogance et de la méchanceté. Ce week-end-là, j'ai quitté le travail et j'ai conduit jusqu'en Bretagne pour chercher ma mère et l'amener à Paris. En chemin, mon esprit bouillonnait de pensées. Je ne voulais pas exposer ma mère à des scènes pesantes. Moi et sa présence était vitale. Ils nous avaient piétinés. Ils allaient devoir regarder en face cette femme bretonne, humble mais fière, pour lui demander pardon. Arrivée à la maison. Ma mère était déjà prête. Elle portait son plus beau chemisier bordeaux et ses cheveux gris étaient parfaitement coiffés. Elle avait l'air soucieuse, mais ses yeux révélaient sa force. Pendant le trajet vers la capitale, elle m'a tenu la main en permanence, me conseillant de garder mon équilibre et de ne pas être excessivement vindicative. Les paroles sages de ma mère ont toujours été ma boussole pour rester calme au milieu de l'ouragan. La voiture s'est arrêtée devant la villa de Neuilly. Cette fois-ci, le portail en fer avait été ouvert bien en avance. Contrairement à l'attitude méprisante du 24 décembre. Celui qui nous attendait dehors était Thibaut, personne, les mains croisées et avec une posture révérente. Thibaut a ouvert la portière, s'est incliné en saluant sa belle-mère, sans pouvoir cacher ses remords et la peur dans son regard. Nous sommes entrés dans le salon. L'ambiance était lourde. Un silence où l'on n'entendait que le tic-tac de l'horloge murale. Mes beaux-parents nous attendaient déjà sur les canapés en cuir. En voyant ma mère, ma belle-mère s'est levée immédiatement. Maladroite. Son visage était décomposé par les nuits sans sommeil. Une scène à laquelle je n'aurais jamais pensé assister s'est déroulée devant moi. Mes beaux-parents, autrefois si fiers de leur richesse, ont baissé la tête et ont imploré pardon là. Sur le parquet brillant, ma belle-mère a pleuré aux manières convulsives. Les larmes coulaient sur son visage ridé. Mon beau-père avait la tête baissée et les épaules tremblantes. La voix de ma belle-mère est sortie étranglée dans l'immense salon, parlant avec une profonde humilité. Elle
a supplié ma mère de pardonner les offenses et la folie dont ils avaient fait. Preuve. Elle a confessé qu'elle était aveuglée par l'argent, qu'elle se croyait supérieure et qu'elle avait bafoué les liens humains. Elle a raconté en pleurant la peur qu'elle ressentait d'aller en prison, de perdre tout ce qu'elle possédait à cause de ses propres erreurs et de ses caprices stupides. Elle a juré qu'à partir de cet instant, elle me traiterait comme sa propre fille, sans jamais oser formuler la moindre exigence ou jeter un regard méprisant sur mes origines. Mon beau-père a ajouté, presque en sanglots. Il s'en voulait de ne pas avoir canalisé sa femme et d'avoir laissé la maison aller à sa ruine. Thibaut était également agenouillé et ne cessait de demander pardon. Ma mère est restée immobile devant cette scène. Elle avait passé sa vie entière, habituée au travail et à la patience. Pourtant, face à ce repentir douloureux, son cœur compatissant de mère a pris le dessus sur la rancune. Lentement, elle a tendu ses mains usées par le travail pour aider mes beaux-parents à se relever. Ma mère leur a parlé avec douceur, mais avec fermeté. Elle a dit que tous les Slazes, parents veulent la paix pour leurs enfants. Quand elle a donné sa fille en mariage, elle ne cherchait pas la richesse. Elle voulait seulement qu'on nous traite comme des êtres humains. Elle a condamné directement le fait que ma belle-mère m'ait frappée, qualifiant cela d'acte contre les lois de Dieu et des hommes. Mais elle a ajouté que l'on ne ferme pas la porte à quelqu'un qui se repent sincèrement, parce qu'elle voulait préserver le foyer de sa fille. Et parce qu'elle voyait un repentir authentique et douloureux chez les beaux-parents de sa fille. Elle acceptait leur demande de pardon. En entendant les paroles clémentes de ma mère, toute la famille a pleuré comme des enfants sauvés du danger. Je suis restée à côté. J'ai pris une profonde inspiration et j'ai établi des limites très claires. J'ai exigé qu'à partir de ce jour, tout se traite d'égal à égal. Je n'étais ni une bonne à tout faire, non, rémunérée, ni un sac de frappe. S'il y avait la moindre once de violence ou de manque de respect, ce serait la dernière fois, et le divorce suivrait son cours. Sans aucun pardon. Tous ont hoché la tête, approuvant, et leur posture indiquait un changement à la racine même de cette maison. La clémence de ma mère les a sauvés de l'abîme total. Mais la justice pénale et fiscale, elle, ne pleure pas. Les délits que ma belle-mère avait commis avaient des conséquences qu'elle devait payer au prix fort. Le délai pour payer les 35 000 € au trésor public se terminait ce jour-là. N'ayant pas réussi à trouver autant de liquidités dans l'immédiat, et sous la pression des banques, ils ont dû prendre la décision de vendre avec une forte décote. Et partie de leur immeuble aux anciens locataires, afin de solder leurs dettes, auprès du fisc. Pour ma belle-mère, se séparer de cet héritage familial a été le coup de grâce porté à son ego. Cette propriété était ce qui la faisait se sentir supérieure aux voisins. Et soudain, elle liquidait son patrimoine en désespoir, de cause. Avec la quittance des impôts payés en main, ma belle-mère a vieilli d'un coup. Elle ne portait plus de vêtements voyants et ne jetait plus de regards. Réprobateur aux voisins du quartier, la leçon avait totalement détruit son pilier d'arrogance. Elle était devenue mesurée, saluant les voisins et s'excusant et passant. Dans le quartier, on parlait de ce changement. Mais personne ne savait ce qui avait causé un tel choc. Nous seuls savions que c'était la facture à payer pour avoir ignoré les lois. Quant à la procédure civile, tenant ma promesse, et grâce à la grandeur d'âme de ma mère, je me suis rendue avec maître Nicolas au commissariat pour retirer ma plainte pour coups et blessures, évitant ainsi à ma belle-mère de se retrouver devant un tribunal et d'écoper d'une peine de prison ou de travaux d'intérêt général. Cependant, je l'ai obligée à signer un accord d'indemnisation pour préjudices physiques et moraux d'un montant de 2 500 €. Et jour où j'ai reçu la somme, je l'ai transférée dans son intégralité, avec l'aide de mon avocate, à France Victims, une association d'aide aux victimes. Yelai.
fait pour démontrer que je n'avais jamais fait cela pour l'argent. C'était une punition pédagogique qui lui rappellerait toute sa vie le respect dû à l'intégrité des femmes. La plus grande surprise pour moi, au milieu de tout cela, a été le changement radical de Thibaut. La menace de la ruine financière a pulvérisé sa mentalité de dépendance. Il a compris que ses parents ne pourraient pas toujours le protéger et qu'un homme qui ne protège pas sa famille n'est pas un vrai homme. Thibaut a commencé à changer dans ses petites habitudes quotidiennes. Il a cessé d'aller boire après le travail et a arrêté de jeter ses vêtements sur le canapé. Il rentrait à la maison et s'enfermait dans la cuisine. Guidé par des vidéos sur Internet. Lui qui ne savait pas cuire un œuf s'est mis à préparer des dîners très corrects, en rangeant la maison avant que je n'arrive. Le week-end. Andrzej n'avait plus besoin de le lui rappeler. Il prenait lui-même l'initiative de conduire jusqu'en Bretagne pour rendre visite à sa belle-mère. Il apportait ses outils et passait la journée à désherber le potager de ma mère, à changer des ampoules, ou à aller jusqu'au marché de la ville pour choisir le meilleur poisson pour le déjeuner. En voyant Thibaut en sueur balayer le jardin de ma mère, j'ai ressenti une paix inexplicable et ma rancœur a commencé à s'effacer, laissant place à l'espoir d'un nouveau départ, où l'amour renaissait des failles. Réparé, une année s'est écoulée depuis la catastrophe qui avait éclaté dans cette cour pavée. Noël frappe à nouveau à notre porte. Mais cette année, il apporte des vents de paix, de compréhension et de respect à notre famille, respectant ce que nous avions décidé. Thibaut et moi partageons les fêtes de manière équitable. Vu que l'année dernière, le désastre avait eu lieu chez la famille de mon mari. Cette année, nous passerons le réveillon à Paris. Et le lendemain matin, nous partirons en direction de la Bretagne pour être avec ma mère le reste des vacances. Cette organisation a rendu les relations de tous tranquilles et sans intrigues. Le 24 décembre. La voiture a glissé de nouveau dans les rues de Neuilly-sur-Seine, bien loin de l'ambiance belliqueuse d'autrefois. J'étais très détendue, le portail s'est ouvert, et la cour semblait la même. Il y avait le sapin. Il y avait les illuminations. Ma belle-mère était sur le perron, et a tout, de suite, descendu les marches en courant pour m'aider à porter les sacs, j'avais dans les mains. Son sourire était authentique. Elle m'a complimenté. Disant que je portais un très joli chemisier, elle m'a fait asseoir pour boire un thé chaud et m'a expressément ordonné de ne pas lever le petit doigt. En entrant dans la cuisine, tout était parfaitement prêt pour le réveillon. Les ciapomfarci et les huîtres et la bûche traditionnelle remplissaient les plateaux. Mais ce qui m'a donné envie de rire, c'est de voir ma belle-mère nouer le tablier autour de la taille de Thibaut, exigeant qu'il épluche les pommes de terre et dresse la table, tandis qu'elle m'emmenait dans le salon et s'asseyait, pour discuter paisiblement avec mon beau-père, en décortiquant des noix et des amandes. Ce revirement prouvait qu'elle avait appris à valoriser sa belle-fille, et compris que le bien-être de la famille réside dans le respect partagé. Ma belle-sœur Marion était également là avec sa famille. Après que son mari ait été la cible des impôts et qu'il ait payé d'énormes pénalités, le robinet du système de fraude fiscale s'était fermé. Marion est venue vers moi avec une attitude très humble et n'a prononcé aucun sarcasme. Elle m'a offert des chocolats et m'a parlé sans cette hostilité d'autrefois. Je n'ai pas gardé de rancune non plus. J'ai bu du thé avec elle et j'ai pris des nouvelles de sa famille. Le pardon et la remise en question avaient construit des bases solides, soulagées de mes fardeaux matrimoniaux. J'ai connu le succès dans mon travail, j'ai été promu superviseur senior en audit. Thibaut a également mûri, professionnellement et personnellement, partageant le poids du quotidien avec moi. Le soir du Nouvel An, lorsque les feux d'artifice ont illuminé le ciel de Paris, Thibaut m'a pris les mains sur le balcon. Son regard était baigné de gratitude. Il a chuchoté qu'il me remerciait profondément pour le courage qui m'avait poussé à ébranler leur fondation, guérissant l'aveuglement de toute sa famille et les dents. Louis
avoir l'essentiel. Je me suis blotti contre son épaule en souriant. Ce litige rempli de chiffres froids et de paragraphes de Lois, qui avait tout pour détruire des vies, avait été en réalité le vaccin qui nous avait immunisés contre les préjugés et l'autoritarisme. Une nouvelle année frappe à la porte, a rempli d'une paix véritable et d'une liberté égalitaire. En terminant cette histoire tumultueuse de Camille, il reste certainement dans le cœur de chacun d'entre nous des réflexions profondes sur la dignité. Peut être que cette histoire nous montre que la patience et le dévouement d'une femme ne doivent être offerts qu'à ceux qui savent les rendre et les mériter. La leçon la plus profonde est la valeur de l'égalité dans les relations familiales et l'empathie mutuelle. Que l'on soit riche ou pauvre, la dignité n'a pas de prix. L'argent et les biens peuvent garnir une table de Noël de mets luxueux, mais ils ne pourront jamais acheter la véritable harmonie. Le mépris de la loi et l'obsession de l'autorité mènent à la ruine. Cependant, lutter fermement en utilisant les armes du droit et de la raison permet non seulement de libérer celui qui est opprimé, mais aussi de donner des leçons vitales à ceux qui oppriment. Une famille ne découvre sa chaleur authentique que lorsqu'elle court à l'autoritarisme et aux calomnies, préférant l'écoute et le respect mutuel. Le bonheur ne se construit pas dans la soumission forcée, mais dans le partage de la vie avec un cœur sincère et des actes de bonté quotidiens.